Bonjour, bienvenue sur Radio Agri, sur le stand GLHD depuis le Salon de l'Agriculture. Vous allez voir, cette semaine, nous allons vous faire vivre des interviews de personnalités du monde agricole, mais aussi des entretiens avec des femmes et des hommes politiques. J'ai le plaisir de recevoir Maxime Buzard. Maxime, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes agriculteur dans le Loiret et membre du bureau des jeunes agriculteurs. Les JA, ça représente combien d'adhérents aujourd'hui en 2025 ? En 2024, vu qu'on n'a pas encore les chiffres 2025, on est toujours en campagne d'adhésion. En 2024, nous étions un peu plus de 19 500 adhérents à Jeunes Agriculteurs. Alors l'actu, c'est la visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Est-ce que vous avez pu le rencontrer ? Oui, évidemment, notre président national a rencontré Emmanuel Macron, accompagné de pas mal de producteurs. Moi, je suis rassuré parce que les échanges ont été relativement directs, francs, mais respectueux. Et surtout, la visite du président de la République a été organisée de manière à ce que les visiteurs ne soient pas empêchés d'entrer dans le salon. Ça a été le drame de l'année dernière avec des images catastrophiques de violence entre agriculteurs, et forces de l'ordre. Ce n'est pas le cas cette année, la visite se passe bien, les échanges ont quand même lieu et donc on va passer un bon salon. Alors quel message lui avez-vous fait passer ? Qu'il faut sortir de la naïveté et qu'il faut sortir d'un message d'en même temps où il faut à la fois soutenir les agriculteurs, mais en même temps répondre à des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux, des enjeux d'aménagement. Il faut sortir de ça en même temps, il faut se donner les moyens de retrouver notre souveraineté alimentaire. On a vu il y a 3 ans que la souveraineté énergétique n'était plus au rendez-vous. Le président de la République a réagi et a annoncé une grande relance du nucléaire. Je pense qu'il nous faut la même chose sur la production agricole. Aujourd'hui, le constat, c'est un poulet sur 2, 2 légumes sur 3, 3 fruits sur 4, consommés en France qui sont importés de l'étranger. C'est pas acceptable pour une grande puissance agricole comme la nôtre. Et donc, il faut nous donner les moyens de ce réarmement en termes de production agricole. Aujourd'hui, on a des mots doux, mais on n'a pas encore d'actes. Et donc, on lui a réaffirmé notre volonté de redevenir la première puissance agricole européenne. Alors Maxime, l'autre actu, c'est la loi d'orientation agricole, votée par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. C'est plutôt un bon signal envoyé pour les agriculteurs. C'est enfin un bon signal envoyé aux agriculteurs. La LOA, c'est le fruit du rapport d'orientation des jeunes agriculteurs de 2020. Nous sommes en 2025, presque 5 ans pour établir une loi qui est somme toute une loi quand même relativement conscrite à la question de la transmission et de l'installation en exploitation agricole. C'est une bonne chose. Mais c'est beaucoup trop lent et il faut qu'on soit beaucoup plus réactif face aux nouveaux défis de l'agriculture, qu'ils soient environnementaux, climatiques, sanitaires, mais aussi aux défis économiques avec la concurrence internationale, notamment américaine, qui va devenir de plus en plus forte. Alors s'il y avait une mesure clé à ressortir de ce texte, ça serait laquelle pour vous ? La mesure clé, c'est la reconnaissance de l'intérêt général majeur, du rôle de l'agriculture dans la société française. Enfin, depuis 20 ans, on place systématiquement l'environnement au-dessus de la production agricole. Là, la classe politique, dans son immense majorité, a choisi de dire on vous reconnaît comme étant vital pour la nation. Et derrière le message, c'est on peut concilier une production agricole massive, accessible, sûre d'un point de vue sanitaire, avec un respect de l'environnement, mais le toujours plus vert va devoir prendre fin. Alors vous êtes spécialiste des questions énergétiques aux jeunes agriculteurs. Quelle est la position des JA en 2025 sur l'agrivoltaïsme ? Sur l'agrivoltaïsme, c'est que c'est d'abord une énorme opportunité pour beaucoup de filières et pour beaucoup de territoires. Et donc nous, à Jeunes Agriculteurs, on soutient le développement de l'agrivoltaïsme à une condition, c'est qu'il ne se fasse pas sous forme d'artificialisation masquée. C'est qu'on a vu quelques projets malheureusement en France où derrière le mot agrivoltaïsme, en fin de compte, c'est un parc photovoltaïque en plein sur des terres agricoles où on met quelques moutons en pâture. Ça, c'est mauvais pour la souveraineté alimentaire agricole et c'est mauvais pour l'image des énergies renouvelables. Donc nous, on se bat pour le développement de l'agrivoltaïsme, mais un agrivoltaïsme où on maintient une production agricole, voire même on en améliore la quantité ou la qualité. Je pense notamment aux vergers, où l'agrivoltaïsme, pour moi, est un vrai espoir pour le maintien de vergers productifs en France. Alors, il y a eu des différends par le passé. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, votre position s'est rapprochée de celle de la FNSEA ? Ce qui est sûr, c'est que la position des JA a été entendue au moment de l'élaboration du décret d'application l'année dernière et qu'aujourd'hui, on est tous en phase dans le monde agricole pour mettre un coup de boost au développement de l'agrivoltaïsme. On aura besoin très rapidement de remonter d'informations sur les projets qui sont validés, mais aujourd'hui, on est tous alignés pour faire en sorte que l'agriculture prenne toute sa place dans ce marché à venir qui est celui des ENR et que l'agriculture, pas seulement les propriétaires, pas seulement les fermiers, mais l'ensemble du monde agricole bénéficie de la manne économique que représente la production énergétique.
Maxime, merci d'avoir accepté cette invitation et on se retrouve très vite pour une prochaine interview. Merci à vous. Place à la prochaine interview. De retour sur Radio Agri sur le stand GL HD. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Pierre Noret. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hugo. Vous êtes rédacteur en chef de Tracteur Passion. À qui s'adresse votre revue? Alors notre revue est diffusée en kiosque. C'est un bimestriel qui s'adresse à tous les passionnés de machines agricoles, que ce soit des collectionneurs, des utilisateurs, et puis d'une façon générale, oui, tous les gens qui sont dans le sérail de la machine agricole, mais au-delà aussi, on est là pour créer des vocations. Et la miniature agricole, ça représente un grand nombre de passionnés aujourd'hui? Alors la miniature agricole, j'ai la chance, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, d'avoir connu les tout débuts, où on était vraiment une minorité en France, quelques collectionneurs individuels, et aujourd'hui c'est quand même difficile de quantifier parce que j'ai envie de dire, c'est comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, et bien on collectionne sans le savoir. Il suffit d'avoir une ou deux miniatures dans son bureau pour être peut-être considéré comme un collectionneur, un futur collectionneur. Et j'ai envie de dire qu'il y a certainement plusieurs centaines de milliers de potentiels collectionneurs en France. Alors vous êtes également actif dans le cadre du salon de la miniature agricole de Chartres. Alors le salon de la miniature agricole de Chartres, c'est un événement qui a effectivement jalonné toute cette épopée des collectionneurs, puisque ça a démarré au milieu des années 90, ça s'est structuré, on est allé au parc des expositions de Chartres, le fameux Chartres Expo, puisque maintenant on a pris cette appellation de Chartres Expo Tractor Show. Moi, mon rôle, c'est un petit peu d'assurer la promotion, le développement et de créer des passerelles avec des gens qui sont à la base pas forcément des passionnés ou des collectionneurs, mais qui seraient amenés à venir évoluer dans ce sérail et à trouver quelque chose qui puisse amener de l'intérêt pour leurs activités. Les dates en 2025 ? En 2025, la date, c'est le dimanche 8 juin 2025. Et surtout, c'est un nouveau tournant puisqu'il y a un parc des expositions flambant neuf qui s'est monté à Chartres, l'Iliade. Et donc les organisateurs vont arriver dans ce lieu avec 10 000 m² couverts, une grande surface extérieure. Et là, on va développer non seulement de la miniature, mais également de l'échelle 1 avec du tracteur un petit peu exceptionnel, des animations, une piste de conduite de tracteur pour les gens qui ne sont pas du milieu agricole. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Alors Jean-Pierre, on va parler un petit peu de machinisme. Quelle est la santé du secteur des agroéquipements aujourd'hui ? Alors la santé, elle n'a pas l'air d'être au mieux parce que la conjoncture est là et puis surtout on sort de quelques années de forte effervescence. Et on sait que dans le machinisme agricole, on a des hauts et des bas. Hein. Si on regarde l'historique de ce mouvement, de cette filière, de ce secteur, c'est comme ça depuis toujours. Donc là, on est plutôt dans un bas qui s'explique par des raisons peut-être conjoncturelles et structurelles. Mais moi, j'ai tendance à dire que on peut rebondir et rapidement parce que il y a des enjeux, il y a des choses aujourd'hui à mettre en œuvre et puis les énergies renouvelables en font partie. Alors, on constate que les agriculteurs achètent des tracteurs toujours plus puissants, hein, selon les dernières données d'Axema, alors que les revenus ne progressent pas forcément. Comment on peut l'expliquer ? Alors moi j'ai une explication tout à fait personnelle et je vais la lier à la passion de la machine. Hein, parce que je pense que je dis toujours aux constructeurs, en les taclant un petit peu, que s'ils nous vendaient que ce dont nous avons besoin, ça ne serait pas vraiment aussi dynamique comme milieu. Mais c'est pas tout à fait faux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens qui achètent un petit peu au-dessus de leurs besoins pour tout un tas de raisons. Peut-être aussi le conseil avisé de leurs fournisseurs, l'idée de se projeter dans un monde où ils vont évoluer vers une plus grosse structure, des raisons fiscales aussi, et puis il y a quand même une raison passionnelle, c'est qu'aujourd'hui voilà, les gens ont envie aussi, je parle pour ceux qui en ont les moyens évidemment, d'aller vers plus de puissance, plus de technologie, et voilà, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui on est effectivement vers un marché qui tire vers le haut niveau puissance. C'est pas nouveau,
Mais c'est vrai qu'on arrive sur des secteurs, le secteur des 250-300 chevaux, aujourd'hui c'est un secteur très porteur. Qui aurait cru ça il y a 20 ans encore? Alors un mot peut-être sur l'agrivoltaïsme. Est-ce que la mécanisation agricole va s'adapter à ce type de projet? Alors j'en parlais tout à l'heure, là il y a un vrai enjeu, il y a des vraies ambitions. Mais aujourd'hui je pense qu'on est vraiment aux prémices de tout ça. Je pense qu'un agriculteur aujourd'hui, dans un schéma de grande culture, il travaille avec des moteurs thermiques. Moteur thermique, on vient de parler de puissance. Aujourd'hui, voilà, il y a besoin de puissance et il n'y a pas forcément aujourd'hui l'offre à l'instant T qui va s'adapter à ces nouvelles technologies. En revanche, dans un avenir proche, oui, je pense que l'agrivoltaïsme, ça peut tout à fait répondre à des enjeux puisque finalement, on voit bien que dans les structures telles qu'on les connaît aujourd'hui, il va falloir diversifier ses projets, ses ambitions et ses sources de revenus. Jean-Pierre, merci. Merci à toi. Et bon merci, salon. Et merci à Radio Agri. Merci. Place à la prochaine interview. Il est 13h, de retour sur Radio Agri. J'ai le plaisir de recevoir Bruno Darnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur pêche abricot dans la Drôme et administrateur d'Interfell. Quelle est aujourd'hui la principale difficulté rencontrée par la filière des fruits et légumes frais en France? Alors on a pas mal de difficultés, mais je dirais que la première, c'est une absence de compétitivité sur la production de fruits et légumes en France, notamment par rapport à nos collègues européens, où on a un coût très important, et notamment ces dernières années, on a eu des coûts assez élevés, et notamment en termes de main-d'œuvre, on n'est pas assez compétitif aujourd'hui par rapport à nos concurrents espagnols, italiens, allemands ou belges. Alors justement, comment Interfell agit pour préserver la souveraineté alimentaire française? Si vous voulez, on essaie bien sûr d'accompagner tous les producteurs, toutes les entreprises, et puis on a été accompagné notamment par les pouvoirs publics, puisqu'il y a 2 ans, au Salon de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a lancé le plan de souveraineté au niveau des fruits et légumes, avec un objectif assez fort, puisqu'on devait avoir une souveraineté de plus 5 points dans les années qui viennent, et voire plus 10 à une échéance 2030-2035. Donc il y avait vraiment une ambition de retrouver de la production en France. Et il y avait notamment un accompagnement financier, puisqu'on avait à peu près aux alentours de 200 millions d'euros pour répondre à tous ces défis, et puis pour répondre aussi aux défis sur la disparition des molécules au niveau européen et des moyens de protection qu'on n'avait plus au niveau des vergers ou au niveau des légumes. Et donc il y a eu tout un aspect recherche de façon importante pour qu'on trouve des solutions pour remplacer les matières actives qui disparaissaient. Alors Bruno, autre thématique, quelles sont les actions prioritaires d'Interfell pour accompagner les producteurs vers des pratiques plus durables? Alors là, on a un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes sur lequel les producteurs, mais pas que les producteurs, on va dire l'ensemble de la filière, on met pratiquement 16 millions d'euros à travers une CVE pour faire de la recherche et ensuite pour pouvoir la mettre en place au niveau des producteurs. Mais encore une fois, ça c'est un temps très long parce que le temps de la recherche, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans. On est souvent sur des échéances de 5 à 10 ans. Donc ça c'est compliqué. Donc on s'y prépare. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin encore beaucoup de molécules, notamment pour la protection phytosanitaire de nos cultures. Alors Bruno, le pouvoir d'achat des Français est sous pression. Comment inciter les Français à consommer justement plus de fruits et légumes frais? Alors ça, c'est une de nos inquiétudes parce que le plan de souveraineté avait un côté production, mais il avait aussi un côté consommation sur lequel on devait inciter les consommateurs à acheter des fruits et légumes. Et là, malheureusement, depuis 2-3 ans, on ressent une stagnation, voire une petite baisse. Alors ça va dépendre des produits, mais là-dessus, alors on fait des campagnes de communication importantes, mais ce n'est pas suffisant. On le redit, il faut vraiment consommer des fruits et légumes, ne serait-ce que pour la santé et pour le plaisir. Donc il ne faut pas hésiter, on est vraiment sur un schéma important et que si cette consommation continue de décroître, ça c'est vrai qu'on aura des problèmes en production et on aura des problèmes sur la souveraineté alimentaire. Mais comment expliquer que cette consommation diminue? Alors, plusieurs effets. Bon, il y a des effets prix qui parfois peuvent gêner les consommateurs. On a également des productions qui sont aussi aléatoires.
puisque c'est très météo-sensible. On a eu beaucoup d'aléas climatiques ces dernières années, hein. Je pense à la grêle, je pense au gel. Et puis on a un consommateur qu'il faut inciter véritablement à manger des fruits et légumes. On sait que parfois c'est plus compliqué de manger un fruit et légumes que de manger un produit transformé. Mais en termes de santé et de plaisir, je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Il faut vraiment que le consommateur se décide à acheter des fruits et légumes. Bruno, merci d'être venu sur Radio Agri. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain pour de prochaines interviews. Super.